Bonjour. Je vais commencer par une phrase qui risque d'en agacer certains. Le bon moment pour investir n'existe pas. C'est une illusion, une fiction, un fantasme collectif. Et pourtant, on continue d'y croire. On attend tous un signal parfait, un feu vert, un moment où tout serait clair, évident, rassurant. Mais ce moment n'arrive jamais. Et c'est précisément pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis ici pour vous démontrer que le bon moment n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les bonnes méthodes. Et elles tiennent en 5 actions. Agir, penser, investir, diversifier, se faire accompagner. Allez, vous êtes prêts? Commençons par la première action, agir. Il faut agir parce que ne rien faire peut vous coûter très cher. Il faut tout d'abord agir face au système de retraite actuel, qui n'est plus aussi efficient qu'à ses débuts. Pendant longtemps, la retraite par répartition fonctionnait plutôt efficacement. Il y avait beaucoup de gens actifs, relativement peu de retraités. On parlait alors d'une vraie pyramide démographique qui ressemblait à une pyramide égyptienne. Aujourd'hui, ce n'est plus une pyramide, c'est plutôt un cylindre. Et demain, ça devrait ressembler plus à un champignon. Beaucoup moins d'actifs, toujours plus de retraités. Ce que je vous dis, ce n'est pas une surprise, mais un constat. La retraite par répartition ne suffit plus à couvrir nos modes de vie, ni maintenant, ni en tant que futur retraité. Pour sécuriser son avenir et ses vieux jours, qui entre nous durent maintenant beaucoup plus longtemps qu'auparavant, la retraite par capitalisation devient une solution complémentaire, une solution sécurisante et surtout une solution dont on a le contrôle. Il nous faut aussi agir face à l'inflation. L'inflation, c'est notre ennemi invisible du quotidien. Chaque année, nos euros nous permettent d'acheter un peu moins. C'est une fuite lente, une érosion discrète. Quand vous n'investissez pas, vous ne faites pas rien. C'est bien pire, vous faites fondre votre capital. On perd de l'argent, lentement, silencieusement, mécaniquement et mathématiquement. Ne pas investir, c'est surtout investir dans la perte. Le repos, ça a du bon, mais pas pour votre argent qui dort sur vos comptes courants. Le travail, c'est la santé, dit-on. C'est encore plus vrai concernant votre argent. Il faut agir face au temps. Laissez-vous filer le temps ou misez-vous plutôt sur le temps? Factuellement, il y a ceux qui attendent de s'intéresser à l'épargne. Il y a ceux qui attendent qu'on vienne les chercher avec une offre financière alléchante. Et il y a ceux qui attendent le bon moment pour performer. Factuellement, pour tout cela, l'effort d'épargne sera plus lourd. La bonne pratique, c'est de commencer tôt à épargner. Parce que plus on commence tôt, moins l'effort est lourd. Et plus la mécanique des intérêts composés va créer un cercle vertueux. Les petits grains de sable deviennent des petits cailloux, les petits cailloux deviennent des rochers, et les rochers deviennent des montagnes. Par contre, pour que ça marche, il faut accepter une vérité simple. L'épargne doit être intégrée dans ses charges comme une dépense fixe, comme une hygiène de vie. Manger sainement, faire du sport, avant d'en voir le bénéfice à long terme. Ce qui est certain, c'est qu'investir, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Deuxième action, penser. Il faut penser à long terme. Avoir une vision sur un horizon lointain. Si j'ai une certitude, c'est que l'horizon de placement est plus important que le point de départ. Je vais vous illustrer cela à travers un exemple. Je vais vous parler d'un ami, un investisseur aussi, qui a ouvert un contrat d'assurance vie en janvier 2020. En janvier 2020, tout va bien. Les marchés sont hauts, l'économie tourne. Le CAC 40 affiche plus de 6000 points. 3 mois plus tard,
badaboum. Covid, confinement. Son placement investi sur les marchés financiers est valorisé à moins 30%. Panique, sueur froide, l'envie de tout retirer. Et pourtant, ce contrat avait été ouvert seulement 3 mois auparavant dans un optique de préparation retraite. Et dans son cas, sa retraite n'interviendra que dans plus de 20 ans. Alors pourquoi juger un marathon sur les 300 premiers mètres? Ce qui compte, ce qui est gratifiant, ce sont les kilomètres encore à parcourir devant soi. Heureusement, le conseiller patrimonial avec lequel il travaille l'a convaincu de conserver son cap, de ne pas retirer son placement, sa valorisation n'étant qu'une donnée à un instant présent, sans nécessairement refléter le potentiel de revalorisation de son placement attendu sur un horizon beaucoup plus long terme. Il faut toujours penser à se rappeler que le court terme est un piège émotionnel. Les marchés montent, les marchés baissent, les marchés surprennent. C'est glaçant, n'est-ce pas? Le court terme, c'est du bruit. Le long terme, c'est du sens. Il faut garder à l'esprit que la fiscalité récompense toujours la patience. L'État, les pouvoirs politiques et publics vous invitent à penser à long terme. L'assurance vie, avantage après 8 ans. Le PEA, avantage après 5 ans. L'immobilier, exonération après 22 ans, 30 ans. Bref, la fiscalité française a toujours un message subliminal. Elle récompense ceux qui agissent sur la durée, avec patience, avec agilité. Le long terme, ce n'est pas une stratégie, c'est une posture mentale. Troisième action, investir. Il faut investir. Et surtout, oser investir de façon régulière. Il faut s'appliquer cette discipline plutôt que de vouloir rechercher le bon timing, de vouloir attendre absolument le bon momentum. Car le moment parfait, il n'existe pas. Chercher le timing, c'est chercher une licorne. Je vais vous faire une confidence. J'ai compris tout ça tardivement. Et pourtant, je l'avais appliqué très tôt pour mes propres enfants. Dès leur naissance, avec mon épouse, nous leur avons mis en place des versements programmés sur leur contrat d'épargne. Il s'agit seulement d'abonder leur contrat de quelques dizaines d'euros par mois. Rien de spectaculaire, rien d'héroïque, mais un élément clé de la régularité. Aujourd'hui, avec cette stratégie, ou plutôt cette méthode d'épargne, mes enfants ont déjà pu acquérir une somme qui est, pour leur âge, non négligeable. C'est une base solide pour des premiers projets d'avenir. Ils ont ainsi un début, on va dire, de liberté financière. Me concernant, moi j'ai commencé à épargner pour moi beaucoup plus tard. Quand je touchais un bonus, un salaire variable, un intéressement de mon employeur. Bref, factuellement, je n'épargnais que dès lors que j'estimais avoir un excédent inhabituel sur mon compte courant. Comme si le fait d'épargner était un luxe. Comme si l'épargne devait attendre le bon moment pour qu'on s'occupe d'elle. Et oui, bien que je travaille dans le secteur de la banque assurance depuis des années, j'ai fait comme quasiment tout le monde dans la salle. Comme quoi, ce sont souvent les cordonniers qui ne sont pas les mieux chaussés. Mais depuis, je me suis rattrapé. J'ai appris aussi à épargner progressivement et de façon régulière, avec des versements programmés sur mes différents contrats. Ce qui est fort, c'est que cette méthode d'épargne, d'investissement, elle fonctionne même bien souvent quand on pense avoir tort. Investir chaque mois, automatiquement, et sans même avoir à réfléchir, sans même y penser, sans se laisser piéger par ses émotions. À ce sujet, je vous invite à regarder la conférence de mon confrère Romain Chevalier qui avait été faite il y a quelque temps. Investir régulièrement et automatiquement, c'est aussi la métaphore du plein d'essence. Je vous explique cela. Imaginons que chaque mois, pour votre véhicule, vous allez effectuer le plein d'essence à la station-service.
Vous y consacrez toujours le même budget, exactement la même somme en euros. Factuellement, vous allez toujours mettre le même montant. Par contre, le nombre de litres d'essence que vous allez acquérir va fluctuer. Oui, quand le prix du litre est cher, vous achetez moins d'essence. Et inversement, quand le prix du litre est bas, on achète beaucoup plus de litres d'essence. Avec les marchés financiers, c'est exactement le même principe. Ce qui compte, ce n'est pas le prix d'achat d'un support d'investissement à un instant T. Ce qui compte, c'est d'accumuler au fil du temps un maximum de parts, un maximum d'unités de compte, les UC, un maximum de litres d'essence dans sa citerne, dans son contrat d'assurance. Ce n'est qu'au rendez-vous d'un horizon lointain que l'on s'était initialement fixé, que l'on devra décider de vendre tout ou partie de son réservoir, selon le prix du moment, ou temporiser encore un peu ses projets, ou d'en ne retirer qu'une partie. Vous connaissez d'ailleurs ce bon vieux dicton boursier ? Il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Résultat, on lisse tous ces investissements, sans stress, sans calcul. J'ai aussi compris quelque chose de fondamental, grâce à mes enfants, en regardant leurs contrats évoluer, fluctuer, année après année. On ne construit pas un patrimoine avec des coups d'éclat ou des opportunités de marché. On construit un patrimoine avec des habitudes. Ce sont les petits montants réguliers qui font les grands projets de vie. Pas les gros montants exceptionnels. La régularité bat très souvent l'intuition. Quatrième action, diversifier. Il faut savoir diversifier ses investissements. Parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Je travaille dans la finance depuis toujours. J'aurais pu commencer par une assurance vie, le couteau suisse de l'épargne, le placement préféré des Français, qui répond à quasiment tous les objectifs. Bien non. Mon premier investissement a été un appartement locatif à Toulouse. Pourquoi avoir commencé par l'immobilier, vous allez me demander ? Parce que dans mon imaginaire, dans mon référentiel à moi, l'immobilier, c'était la réussite. C'était concret, visible, valorisant. Et soyons honnêtes, on a tous, à un moment, ce réflexe très humain de vouloir rendre concret son investissement. Et c'est comme ça. C'est ce qui explique mon acquisition. Pourquoi Toulouse, me direz-vous ? Tout simplement parce que moi, Philippe, j'achète que ce que je pouvais suivre, ce que je pouvais visiter, ce que je pouvais surveiller au quotidien et dans la ville où j'habitais. Et pourquoi un T2 ? Tout d'abord, budgétairement, certes, c'était ce que je pouvais financer, mais c'est surtout parce que dans ma tête, je me disais, un jour, comme je suis fils unique, j'y installerai mon parent survivant. Je serai le fils prodige, le fils parfait. J'avais construit en fait un scénario, mon roman familial, qui m'a aidé à construire ce filaire dans mon investissement. Et la suite, j'ai annoncé clairement à mes parents cet achat. Et ils m'ont dit, c'est bien, on est fiers de toi. Mais fiston, crois-tu vraiment que celui d'entre nous deux qui vivra le plus longtemps quittera sa ville, Marseille, avec les amis de toujours ? Certes, on serait près de toi. Mais en fait, dans ma tête, c'est là que j'ai tout compris. J'ai compris que j'avais investi avec mes émotions, que j'avais investi avec mes bons sentiments, mais pas avec une vraie stratégie. J'ai compris que j'avais acheté une histoire projetée, mais pas nécessairement un actif stratégique. J'ai compris que j'avais confondu un projet patrimonial et un roman familial. Mais de toutes les façons, il n'y a pas de bon premier investissement. Ce qui compte, c'est de faire un premier investissement. Cette expérience, elle m'a appris quelque chose qui est fondamental. L'immobilier n'est pas l'ennemi du financier.
il en est le complément naturel. Certains commencent par de l'immobilier, certains commencent par un contrat d'assurance vie, d'autres vont commencer par un contrat à retraite, PER. Mais l'important, ce n'est pas l'ordre. L'important, c'est l'équilibre. L'important, c'est d'agir. L'immobilier m'a appris la gestion, la responsabilité, la réalité du terrain. Les placements financiers, comme l'assurance vie, m'ont appris la liquidité, la diversification, la sérénité. Et ensemble, immobilier, financier, ils m'ont aidé à me construire un patrimoine plus solide, plutôt que pris l'un ou l'autre séparément. Tout a donc du sens, mais pas pour tout le monde, au même moment, au même endroit. Il y a ceux qui misent sur l'immobilier ou les actions, l'immobilier pour certains, les marchés financiers pour d'autres. Et pour autant, tous n'ont pas fait fortune. Car il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de classe d'actifs miracle. Il n'y a pas d'enveloppe fiscale magique. Il n'y a pas de placement universel, pas de produit star. La diversification, c'est accepter que la vie ne soit pas linéaire. La vie, c'est le mouvement, n'est-ce pas? Donc diversifier, c'est accepter que plusieurs vérités coexistent. On ne diversifie pas pour opposer. On ne diversifie pas pour se faire plaisir. On diversifie pour compléter. On diversifie pour démultiplier ses chances de succès. On diversifie pour construire un ensemble qui soit cohérent. D'accord? Cinquième et dernière action. Se faire accompagner. Seul, on laisse parler nos émotions, nos craintes, nos préjugés. Certes, quand on est seul, on apprend. Mais on n'apprend jamais autant qu'en présence d'autres personnes, qu'à travers des échanges, qu'avec des sachants sur des sujets particuliers. Encore faut-il oser aller chercher de l'aide en toute humilité. Et pour cela, il faut faire confiance aux gens dont c'est le métier. Passer par un conseiller patrimonial, comme un agent général, un courtier, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est tout comme vous iriez voir votre médecin de famille pour votre santé. Un conseiller patrimonial, c'est le médecin de votre patrimoine. Il diagnostique, il coordonne, il arbitre, il met en cohérence, il connaît vos objectifs. Il maîtrise et sait vous accompagner dans vos peurs, dans vos biais d'investisseurs. Et ce conseiller patrimonial, il est rarement seul. Il sait s'entourer. Il travaille en collaboration avec des notaires. Il se rapprochera de votre notaire. Avec des avocats, des experts comptables. Bref, il saura agir et interagir avec vos autres conseils. Dans la finance, en fait, c'est toute une équipe de spécialistes qui sont complémentaires, qui au final vont vous permettre d'accéder à ce qu'on pourrait appeler une forme de coaching sur mesure. Le conseil, il a un prix, mais ce prix ne doit pas être perçu comme un coût. Ce prix, c'est un accélérateur dans votre avenir. Par exemple, pour aller de Toulouse à Bordeaux, comme je vous disais que j'étais originaire de Toulouse, on peut prendre la voiture et emprunter une route nationale. C'est gratuit. Mais on peut très bien décider de prendre une autoroute. Et quand on prend l'autoroute, première étape, on commence par passer par le péage. Mais via l'autoroute, à travers le péage, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner du temps, on va gagner du confort et peut-être aussi davantage de sécurité. Quand on passe par un conseiller patrimonial, en gros, si je devais vous vulgariser les choses, on choisit tout simplement l'autoroute du conseil, l'autoroute du patrimoine. En conclusion, comme je vous le disais au début, le moment pour investir, il n'y en a jamais de bon. Il n'y a jamais de bon moment pour investir. Il y a en revanche toujours des bonnes pratiques, des bonnes méthodes. Et c'est ces 5 verbes d'action que nous venons de voir ensemble. Agir, parce que agir,
c'est investir. Et parce que ne rien faire, ça coûte beaucoup plus cher. Deuxièmement, penser. Penser long terme pour être davantage fourmi que cigale. Troisièmement, investir. Investir régulièrement pour lisser les hauts et les bas des marchés, qu'ils soient des marchés financiers, des marchés immobiliers. Quatrièmement, diversifier. Diversifier, c'est accepter que plusieurs chemins puissent mener à l'équilibre. Et enfin, cinquièmement, se faire accompagner pour avancer plus loin, en toute sécurité, en confiance. Je terminerai en disant qu'investir, ce n'est pas prédire. Investir, c'est persister. Et persister, c'est ce qui distingue ceux qui espèrent un bon moment de ceux qui construisent méthodiquement leur avenir. Merci de m'avoir écouté et suivez ces 5 actions pour votre avenir et celui de vos proches.